C'est Jean-Marc Léger qui, avec ses sondages à répétition, est capable de nous tracer les contours de l'âme québécoise. Il avait écrit un livre qui a été un grand succès qui s'intitule « Le Code de Québec ». Il le réédite donc aux Éditions de l'Homme, le Code de Québec, les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde. Avec moi, Jean-Marc Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir, Denis. Alors, il y a eu une première édition qui avait cartonné. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on a évolué comme peuple ou si on reste figé dans notre béton? Depuis 4 ans, il s'en est passé des choses. La pandémie, bien sûr, la montée de la droite aux États-Unis, au Québec, les changements climatiques, les changements technologiques, notamment avec les médias sociaux. Le niveau de bonheur des Québécois qui a chuté de façon importante aussi. Toutes sortes de facteurs au bout de 4 ans. C'est pour ça qu'on a remis à jour le livre. Mais la première version du livre, Denis, c'était « Qui sommes-nous ?» Les 7 traits identitaires qui faisaient la différence québécoise. La réédition, on a rajouté plusieurs chapitres sur « Où allons-nous ?» Et on a consacré, dans le fond, des chapitres sur les milléniaux qui sont aujourd'hui majoritaires, là, qui imposent des nouvelles valeurs à la société québécoise, et la génération qui suit, celle des Z. Les Z, c'est les jeunes qui ont 23 ans et moins. Ces 2 générations-là, Denis, commencent à prendre le pouvoir dans les entreprises, dans les mouvements populaires, partout dans la société. Et c'est ça qui fait que le Québec change vite. Et ce serait quoi la différence entre ces générations-là puis celles qui ont précédé? Elles sont plus ouvertes, plus anxieuses? Comment on pourrait dégager une caractéristique à cet égard-là? Bien, il y a trois éléments. La relation avec l'argent en est un facteur fondamental. Les personnes âgées, quand c'est le vieux fonds catholique, l'argent, c'est un peu péché, il faut que tu le distribues, il faut que tu le partages. Les jeunes n'ont pas cette relation-là avec l'argent. Les jeunes, pour eux, faire de l'argent, c'est un gage de succès. Ils sont très ambitieux. Mais à la différence du Canada anglais, Denis, au Canada anglais, faire de l'argent, c'est regarder son compte de banque monter. Ils jouissent à voir ça. Au Québec, c'est pas ça. L'argent, c'est un moyen pour vivre des expériences. Les jeunes veulent vivre des expériences et ils savent qu'ils ont besoin d'argent pour le faire. Donc ça, c'en est un facteur important. Le deuxième, vous l'avez mentionné, le stress. Le niveau d'angoisse de notre jeune génération, elle était très élevée avant la pandémie et elle s'est accélérée. Je vous donne un chiffre. 26 % des jeunes de 20 ans aujourd'hui ont déjà subi une dépression. C'est énorme. 1 sur 4. Ah ouais. Et tout ça, et ce qu'on a vu dans les sondages, Denis, c'est que c'est à partir de 2010 qu'il y a une brisure. À partir de 2010, le nombre de jeunes qui ont angoissé, stressé ou atteint une dépression a augmenté de façon considérable. Et comme par hasard, c'est l'arrivée des médias sociaux. C'est l'arrivée de Facebook qui est arrivé en 2004, mais il a été majeur autour de 2010. Après ça, c'est Instagram, vous avez Snapchat, TikTok, tous les médias sociaux qui fait que la vie des jeunes semble tellement ennuyante par rapport à ce qu'ils voient dans la réalité. Et on a vu le niveau de bonheur chuter. Le Québec n'est plus l'endroit de la joie de vivre ou de la poursuite du bonheur comme ce l'était il y a 20 ans. Vous voyez, c'est un deuxième facteur le plus important. Puis le dernier qu'on mesure, entre autres, bien, il y en a plusieurs, mais les plus importants, c'est que c'est une génération qui est très exigeante, qui a des valeurs importantes. L'environnement en est une, mais les entreprises responsables sont importantes. Ils ne travailleront pas pour une entreprise qui ne croit pas. Ils n'achèteront pas un produit qui n'a pas un comportement équitable. Fait que je vous résume ça en disant 3 choses. Les jeunes, c'est le fun, avoir des expériences, la foi, croire, et le foin, l'argent. Fun, foi, foin. C'est ça notre jeunesse. Si on connecte ça avec l'actualité un peu, la défense de la langue, là, au Québec, ça fait, depuis que le Québec existe, c'est une question existentielle. Là, et dans les dernières années, même le gouvernement fédéral qui est en train de penser à monter aux barricades pour défendre la langue française, est-ce que les jeunes accordent autant d'importance que les plus vieux au français? C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils veulent parler français, mais est-ce qu'ils ne sont pas plus ouverts à l'anglais, donc moins défenseurs du français? Essentiellement, ils prennent le français pour acquis. Forcément, ils sont plus bilingues, ils vivent dans un monde plus métissé. Et eux autres, par exemple, la loi 21, c'est une loi qui n'accepte pas les jeunes. Les jeunes ne comprennent pas qu'on puisse interdire aux gens de porter le voile ou d'assumer leur propre religion. Les jeunes, la langue française fait partie de cette réalité-là où ils sont beaucoup plus inclusifs que l'est la génération précédente, mais ça a des conséquences. La conséquence, c'est que l'identité québécoise diminue, est beaucoup moins importante. Mais l'identité canadienne aussi est aussi importante. Les jeunes, Denis, se mondialisent. C'est-à-dire qu'un jeune de Montréal achète les mêmes jeans, écoute la même musique, écoute les mêmes films sur Netflix qu'un jeune à New York, à Paris ou même à Tokyo.
Et les valeurs se mondialisent. Fait que les valeurs nationales québécoises sont moins importantes pour cette jeune génération-là. Alors, quand tu regardes les États-Unis, parce que je voyais une question, aimez-vous les Américains? Les Québécois, on aime moins les Américains que les Canadiens anglais peuvent les aimer. Et est-ce que c'est dû au fait que, justement, les idées sont plus à droite là-bas et le porteur de ballon qui a été Trump était plutôt contestable à cet égard-là? Est-ce qu'on aime moins les Américains que le reste du Canada parce que leurs idées ne nous conviennent pas? Mais quand on demande aux Québécois, vous sentez-vous plus proche de la culture française, anglaise ou américaine? C'est un tiers, un tiers, un tiers. Ah. On se sent aussi près de la Canada anglais qu'aux États-Unis. Là, c'est sûr que depuis que Trump est là, ça crée une petite distorsion, là, parce que les Américains, c'est l'Amérique, c'est le meilleur et le pire en même temps, là, les États-Unis. Mais mis à part, globalement, là, c'est un tiers, un tiers, un tiers. On a une société qui est unique au monde. On peut être fier de la différence québécoise. C'est ce que j'exprime dans le film, dans le livre, pardon, pour être capable d'exprimer clairement c'est quoi notre différence. On est unique. Il n'y a pas un peuple qui est un genre de mélange de cultures comme celui-là, où on est issu d'une culture française, donc très créatif. On vit dans une société anglo-saxonne, donc très organisée, et on a un mode de vie américain où tout est possible. Il y a un optimisme québécois. Mais ça, là, c'est un mélange des trois qui fait qu'on est unique. On a des travers. C'est ça que j'allais poser comme question. Là. Bien présenté comme ça, ça a super l'air le fun, mais il me semble qu'on voit quelques travers, quelques défauts dans notre âme dont je parlais tantôt, là, quand même. Exact. Dans les 7 traits identitaires, on en a 3 positifs. Globalement heureux, un peu moins chez les jeunes, mais globalement heureux. On est créatif et fier. Mais il y a du négatif. On est détaché. On ne prend pas position. Hein? J'ai un répondant au sondage, Denis, qui a répondu quelque chose qui est très savoureux puis qui exprime véritablement ce que c'est que le Québec d'aujourd'hui. Il me répondit à la question « Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. » Oh, oh! Oh! Mais c'est très québécois de ne pas prendre position. Même en sondage, j'établis jamais de case milieu. Je ne demande pas autant aux gens, êtes-vous plus, autant ou moins. Ils vont toujours me mettre le milieu. Je suis obligé de leur dire c'est plus ou c'est moins. Je suis obligé d'aller aux extrêmes. Parce que, alors que les Américains sont extrêmes, les Français sont extrêmes, nous, on est toujours dans la voie du milieu. Fait qu'on est plus détaché. Mais la pire, c'est la victimisation. Ça, c'est un facteur négatif des Québécois. C'est jamais de notre faute. Ça va mal, c'est le système fédéral. Ça va mal, c'est les boss d'entreprise. Ton élève, il ne réussit pas à l'école, c'est à cause du professeur. Nous, là, on ne prend jamais ça sur nos épaules. C'est toujours la faute des autres. Fait que oui, on est quelque chose comme un grand peuple, comme disait René Lévesque, mais avec des petits travers. Oui, on aime ça montrer du doigt. On le voit pendant la pandémie quand même. Là, c'est les voyageurs. C'est eux qui sont les boucs émissaires actuellement. Mais c'est le gouvernement qui a laissé les vols internationaux encore en vigueur. C'est lui qui devrait... Mais là, on a montré du doigt les voyageurs. On a montré du doigt, à un moment donné, l'incurie dans les CHSLD, le karaoké. Ça nous prend toujours un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Mais durant la pandémie, le comportement des Québécois a été extraordinaire. Parce que d'habitude, on est très bon pour être solidaire. Il y a quelque chose d'un événement qui se passe, on est très solidaire. Les Québécois, c'est un peuple solidaire, mais ça ne dure jamais longtemps. Et là, ça fait 9 mois que les Québécois suivent de façon docile les directives du gouvernement. Et la satisfaction aujourd'hui à l'égard du gouvernement est de 72 %. C'est du jamais-vu. Même Lucien Bouchard, dans le temps de la crise du Verga, n'a pas atteint ça. C'est pour dire qu'actuellement, on est dans une dynamique qui est différente qu'on n'a jamais vécue, mais la solidarité est là. D'ailleurs, le consensus, là, c'est un des traits de caractère des Québécois. Il faut qu'on arrive à s'entendre pour être capable de s'en sortir. Parce qu'on parlait des États-Unis puis de la France tantôt, où la gauche puis la droite, puis les républicains puis les démocrates, c'est viscéral. Puis, je veux dire, ils salissent. Puis, on a eu ça pendant le temps du référendum, là, les fédéralistes versus les souverainistes. Mais de façon générale, on finit toujours par... OK, on chicane, mais on finit toujours par se trouver un trait commun pour la chicane à mettre ça chez nous. Bien, même à l'Assemblée nationale, que je connais beaucoup, mon père y était ministre, ma sœur y a été, tu sais, ils chicanent, puis après, ils vont prendre une bière ensemble. Ouais. Vous verrez pas ça aux États-Unis, là, cette dynamique-là, vous verrez pas ça. Mais on a un comportement. C'est pour ça que dans le livre, ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est pour que les Québécois se reconnaissent là-dedans. Puis on y va sous forme de questions. J'ai un questionnaire au début, je demande aux Québécois, vous pouvez répondre à votre identité québécoise. Jusqu'à quel point vous avez un comportement identitaire? Par exemple, une des questions qui fait la grosse différence, Denis, entre le Québec et le reste du Canada est la question suivante. Ça m'a pris 35 ans pour trouver la bonne question. Elle est simple, là, mais ça a pris du temps. La question est suivante. Est-ce que vous préférez vivre le moment présent ou préparer l'avenir? Si je te pose la question, Denis, qu'est-ce que tu répondrais à celle-là? Moi, rendu à mon âge, c'est plus le moment présent. Ça dépend de l'âge aussi, ça, non? Mais les Québécois, la grande majorité, le 3/4 disent l'instant présent,
alors que les anglophones disent préparer l'avenir dans une grande majorité. Mais il y a un âge pour ça. Jean-Marc, On ne prépare plus l'avenir à nos âges. Voyons donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Ah, mais même quand tu es jeune à 20 ans, un francophone du Québec, il va vivre l'instant présent. Nous, là, vivre ce qu'on a. Faire une entrevue avec toi, il faut que ce soit agréable. On a du plaisir. Mon père disait ça, d'ailleurs. Il dit, dans une entrevue, il dit, il faut que tu fasses rire. Comme ça, il ouvre la bouche, puis tu peux rentrer le contenu. Ah, c'est bien réussi. On a rentré du contenu, Jean-Marc. Ça s'appelle le Code Québec. Donc, c'est revisé. Il y a des nouveaux chapitres. On a actualisé tout ça. Et c'est extrêmement intéressant. C'est comme un portrait, c'est comme un miroir. Et puis, il y a ton fils qui a mis l'épaule à la roue aussi. Donc, quand on parle des autres générations, tu as pu consulter directement. Oui. Puis il m'a challengé un peu parce que les affirmations théoriques quand tu arrives dans la réalité, il faut que tu l'appliques. Fait qu'on a fait ça. Puis aussi, ce qu'on a fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une émission à tous les vendredis soirs à Télé-Québec qui s'appelle Code Québec aussi, où là, on travaille tous les traits de caractère. Denis, savais-tu que 17 des Québécois ne se lavent pas tous les jours? Oh. Que 20 ont trompé leur conjoint? Que 30 Même ton 20 j'ai des doutes. Si c'est dans les sondages, tu sais, moi, quelqu'un m'appelle, avez-vous trompé votre blonde? Je la trompe pas pareil. Mais quand même, si je l'avais trompé, je dirais, ben non. C'est à qui je parle, moi, au téléphone, là, coudonc? Mais les Québécois, ils se confient. Ils se confient beaucoup plus que les autres. Et sur cette question-là, c'est un seuil minimum. Quand quelqu'un le dit, c'est vrai. Fait que j'ai posé une autre question. Avez-vous déjà été tenté de tromper votre conjoint? Là, j'augmente à 37 Fait que ma vérité est entre 20 et 37. C'est ma marge d'erreur sur ces questions-là, Denis. Jean-Marc, quand j'étais à TQS, on avait Bleu Nuit le vendredi. Puis c'était des films de sexe, mais soft. Et tu avais deux façons de calculer les codes d'écoute. Tu avais Nielsen, où c'était une machine, comme c'est actuellement, puis la machine, ben t'as pas le choix, c'est pas toi qui réponds, c'est la machine qui enregistre ton vote, et les carnets BBM que tu remplissais à la main. Avec les carnets BBM, il n'y avait presque pas d'écoute, puis on avait le trip avec les machines. Donc, ils ne voulaient pas l'écrire qui regardait le film de fesses, mais on le voyait avec la machine. Merci, c'est toujours intéressant. Ouais, quand tu sonnes, il y a une différence entre hommes et femmes, hein? Les hommes disent beaucoup plus qu'ils ont trompé leur femme que les femmes qui ont trompé leur homme. Fait que j'ai jamais su scientifiquement, est-ce que les femmes sont plus fidèles ou parce qu'elles sont plus menteuses? Ça, c'est la limite de ma science, Denis. Dans la prochaine version, peut-être. Merci beaucoup, Jean-Marc. Restez là, on se retrouve après.